à toutes et à tous et bienvenue dans ce Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur un réseau expert, structuré et engagé qui célèbre un cap important, les 20 ans de franchise d'Attila. Spécialiste de la maintenance et de la réparation de toitures professionnelles, Attila s'est imposé comme un acteur de référence sur un marché technique et stratégique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Joël Arandel, directeur marketing et communication du réseau Attila, et Christophe Pasquet, franchisé Attila à Cholet, à la tête de 2 agences déjà. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elsa. Alors, pour démarrer cette interview juste rapidement, Joël, est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter Attila? Qu'est-ce que c'est Attila quelle est son activité? Qui êtes-vous? Eh bien, écoutez, Attila est une magnifique enseigne aujourd'hui qui anime près de 135 agences en franchise. Nous évoluons sur le marché de l'entretien et de la réparation des toitures et nous avons une mission qui est très simple, c'est de prolonger la durée de vie des toits pour notamment les entreprises. Ok, parfait. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va détailler tout ça. Et cette année, Attila célèbre ses 20 ans de franchise, pas mal quand même. Donc, Joël, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, revenir un petit peu sur la genèse du réseau, sa raison d'être, ses valeurs, enfin voilà, donc on veut tout savoir sur Attila. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Il faut savoir déjà que l'histoire d'Attila, c'est surtout celle déjà d'un homme au départ qui s'appelle Benoît Lahaye, qui est notre fondateur. Qui a fait le constat il y a maintenant un peu plus de 20 ans, pour être très clair, avant même la création de la marque, que les petites et moyennes réparations de toitures étaient délaissées au profit des grosses réfections et que tout ce qui était entretien des toitures, qui permettait de prolonger réellement la durée de vie des toits, était également délaissé. À ça, il fait un deuxième constat qui est un constat de sécurité. La sécurité des personnes qui montent sur un toit, la sécurité des personnes également qui sont sous ce toit qu'on va protéger, également la sécurité et la protection du bâtiment. Donc, il est déjà très alerte là-dessus sur ces éléments de sécurité. Pour la petite histoire, d'ailleurs, on parle d'Attila, mais Attila, c'est surtout au départ un robot qui a été conçu donc, par Benoît Lahaye qui va nettoyer les toits. Et ce robot-là, ce prototype-là s'est appelé donc assez vite Attila, et un robot qui d'ailleurs avait reçu à l'époque le prix d'or au concours Lépine. Donc tout est parti de cette vision-là, de cette envie de se dire il y a quand même quelque chose à faire sur l'entretien des toitures et surtout répondre à un vrai service aux entreprises. Donc c'est un petit peu j'ai envie de dire la genèse, et tout est parti de là. Et aujourd'hui, c'est encore ça ce qui nous anime. C'est encore ces éléments-là qui animent tous nos franchisés et tous nos responsables d'agence autour du fait de prolonger la durée de vie des toits. Aujourd'hui, fort de cette historique-là, de cette vision-là, de cette ambition-là, aujourd'hui, Attila, c'est 1400 collaborateurs sur le territoire français, c'est un peu plus de 130 agences, c'est 30% des franchisés qui sont aussi multisites. Alors, un franchisé multisite, c'est par définition un franchisé qui a plusieurs agences, donc c'est aussi un vrai élément de développement aussi pour nos franchisés chez l'entreprise. Et puis, c'est aussi une partie Attila en accord cadre avec des grands comptes, c'est-à-dire qu'on est capable aussi d'amener un certain nombre de clients grands comptes à nos franchisés, à nos agences, pour s'assurer d'un certain volume d'affaires. Et puis, puisqu'on parle de réseau, puisqu'on parle d'un réseau qui a 20 ans aussi, c'est important de souligner que dans cette activité, qui est encore une activité comme une sorte de niche un peu commerciale, eh bien, on est ravis depuis peu de savoir que nous sommes les numéro 1 en notoriété spontanée, puisque nous avons eu la chance de faire une étude avec Ipsos l'année dernière, qui a permis de voir un petit peu, j'ai envie de dire, l'image et la notoriété de notre belle enseigne Attila. Ok. Et donc, l'activité d'Attila, vous l'avez dit tout à l'heure, donc, mais j'aimerais bien que vous reprécisiez un petit peu ce que vous faites. Alors, l'activité d'Attila, schématiquement, c'est bien tous les métiers qui vont avoir lieu entre la construction même on va dire, du bâtiment, de cette toiture-là, et sa réfection qui va être totale. Donc, de ces métiers, on va avoir, on va dire, 5 réellement métiers qui vont graviter dans notre marché. Dans un premier temps, ce qu'on va appeler le diagnostic, c'est je fais un bilan de ma toiture, je fais un bilan de santé, je viens le diagnostiquer, donc ça c'est une vraie prestation avec notamment les bilans de toiture. On va venir entretenir ce toit pour des fins de prolonger sa durée de vie, mais encore une fois, pour éviter tout type de sinistre, notamment par la suite. On va bien entendu le réparer si besoin était. On va améliorer ce toit-là, c'est-à-dire qu'on peut aussi le sécuriser, amener des éléments de sécurité pour les personnes qui vont monter sur un toit et pas que les techniciens Attila. Et puis, on va répondre aussi à l'urgence. L'urgence, c'est une fuite, un sinistre. Donc, on se doit d'être là dans un temps réduit et surtout, encore une fois, d'apporter ce service au client. Tous ces métiers
ou du moins ces 5 activités qui font l'activité aujourd'hui, n'ont lieu d'être que si on répond réellement, et ce qui est le cas, à un bénéfice client. Notre objectif aujourd'hui, c'est de servir les clients autour de l'entretien de sa toiture. Ok, et justement, qui sont-ils ces clients alors? On parle, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire à 100%, mais à 90-95%, je vais dire d'entreprises, on va dire de professionnels. Dans cette catégorie-là de professionnels, on va avoir tout type d'entreprise, que ce soit des entreprises avec des toits plats, des toits pentus, peu importe, j'ai envie de dire la taille de l'entreprise. Vous allez avoir des collectivités pour gérer aussi notamment des éléments importants de notre patrimoine français. Vous allez avoir des gestionnaires de parcs, des gestionnaires de parcs immobiliers aussi qui ont besoin de solutions. Et puis, comme je vous le disais, une petite frange aussi de particuliers, mais on va dire que ce n'est pas réellement notre métier aujourd'hui. Ok, oui, c'est vrai qu'on est vraiment, de toute façon, vous le disiez très bien, on est vraiment, c'est plutôt du B2B à 90% et B2C 10%. Et puis voilà. Oui, exactement. Ok. Par rapport au marché, Joël, comment vous vous situez, comment il est aujourd'hui? Est-ce qu'il est plutôt favorable ou est-ce que, enfin voilà, est-ce que vous pouvez vous détailler un petit peu? Aujourd'hui, ça va même être le marché fait partie justement de ces facteurs clés de succès aujourd'hui d'Attila, puisqu'il y a les éléments bien entendu internes de ce qu'on propose nous aujourd'hui pour les chefs d'entreprise qui veulent avec nous développer cette vision de prolonger la durée de vie des toits. Mais il y a aussi des éléments externes comme réellement le marché. On a un contexte qui est globalement favorable. Déjà favorable, pourquoi? Parce qu'il est porteur sur tous les métiers. On a près de 11 millions de bâtiments aujourd'hui professionnels. Ça va représenter un volume d'affaires éventuel au global, sur une cible globale. Alors, c'est difficile parce qu'il y a quand même tellement de métiers autour de l'entretien de la toiture, mais on peut avoisiner les 3 milliards de chiffre d'affaires. Nous, on est capable d'intervenir, j'ai envie de dire, presque sur 100% des toits professionnels, presque 95% des toits, à partir du moment où on a tous les éléments de protocole de sécurité. Donc, vraiment, on est capable d'intervenir sur ce chiffre-là global. Donc, c'est un contexte qui est plutôt très favorable et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des éléments clés réellement de réussite aussi de l'enseigne parce qu'on a bien entendu ce qu'on va nous déployer en tant qu'enseigne pour nos franchisés, mais on évolue quand même sur ce contexte-là aujourd'hui d'un certain nombre de toits qui vont, dans tous les cas de figure, avoir besoin d'entretien et de maintenance ou voire même d'éléments préventifs pour éviter tout type de sinistre ou tout type de désagrément par la suite. Ok. Et selon vous, quels sont les facteurs clés qui expliquent la longévité justement et la performance du réseau depuis 20 ans? Déjà, comme je l'évoquais, un premier élément externe, on a un marché qui est là et bien là. Donc, c'est important aussi quand on est chef d'entreprise de bien se poser la question du marché sur lequel on va évoluer. Par moment, quand on vient prendre une franchise, on se pose toujours la question de l'activité en tant que telle et on y mélange souvent un peu du passionnel pour dire, tiens, j'aimerais travailler peut-être dans le food, peut-être dans l'amélioration, etc. Nous, on est vraiment sur un marché qui est porteur. Ça, c'est un élément déjà qui est important. Ensuite, l'autre élément qui est pour moi, un vrai facteur clé qui peut expliquer la longévité de l'enseigne, c'est qu'on partage tous une même vision. Tout le réseau, que ce soit réellement les franchisés, on laissera la parole à Christophe tout à l'heure, mais que ce soit les franchisés ou même l'enseigne en tant que telle, on partage tous la même vision. Cette vision-là, d'apporter un vrai service aux clients et surtout d'être utile, d'être engagé sur le fait de protéger les personnes, les biens, bien entendu, et également avec l'entretien des toitures, également protéger la planète. Et puis, c'est aussi un modèle aujourd'hui qui est éprouvé avec zéro compromis sur la sécurité. C'est-à-dire que ça fait partie des éléments du concept, mais pas comme un élément, j'ai envie de dire, à prendre en compte négatif, mais au contraire, c'est vraiment une des vertus de l'enseigne où aujourd'hui, il n'y a aucun compromis qui est fait sur la sécurité. C'est-à-dire que c'est aussi un élément de rassurance pour les chefs d'entreprise qui vont nous voir, puisqu'on a vraiment une formation qui est dispensée, qui est continue sur les éléments de sécurité et bien entendu sur les éléments après, derrière, de métier en tant que tel. On peut aussi voir que dans les ingrédients de succès, je pense qu'on peut aussi évoquer le fait qu'il y a le développement pour nos franchisés. On a un chef d'entreprise qui va nous rejoindre dans une première approche, une première agence. Et puis, l'idée pour lui, ça va être aussi, s'il le souhaite, de se développer. Et le modèle aujourd'hui permet réellement ce développement, puisque comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a
près un peu plus de 30% de nos franchisés qui sont multisites. Donc, c'est aussi, je pense, un élément de garantie que l'enseigne apporte à ses franchisés. Donc, l'idée de pouvoir se développer. Et puis après, vous me direz, toutes les franchiseurs vous diront ça aujourd'hui avec l'accompagnement qu'ils vont avoir du début, pendant, etc. Mais je crois qu'on a un vrai accompagnement qualitatif et surtout un recrutement qualitatif. C'est-à-dire que, certes, comme toute franchise qui se respecte, on a bien entendu des objectifs de développement, de maillage, de pouvoir proposer ce service-là un peu partout en France. Mais je crois qu'on a vraiment cette vertu qui est d'avoir un accompagnement qualitatif et surtout un recrutement qualitatif. Je veux dire, tous les franchisés, j'ai envie de dire, ou tous les chefs d'entreprise ne peuvent pas avoir l'enseigne ou du moins la possibilité d'être Attilien et d'avoir l'entreprise Attila. Donc, c'est un vrai élément et je vous assure que dans notre univers qui nous anime tous aujourd'hui, qui est la franchise, on a vraiment cette valeur-là, cette vertu-là d'échange et d'accompagnement qualitatif. Et c'est d'ailleurs un des éléments que j'invite vraiment à pousser, à porter pour le chef d'entreprise qui déciderait aujourd'hui de prendre une franchise. C'est vraiment important de savoir cette valeur-là, ou ce partage-là qu'il peut y avoir entre réellement les franchisés et son enseigne. Oui, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites, Joël. Il n'y a pas que ça aussi dans les valeurs d'Attila. C'est vraiment une enseigne familiale, quoi. Enfin, je veux dire presque familiale, même si c'est une grosse enseigne. Il y a quand même des relations qui sont assez privilégiées justement entre vous tous, et peut-être que Christophe pourra aussi en témoigner. Voilà, c'est une enseigne qui a la réputation d'être très soudée, en fait. Entre vous, vous êtes très soudés. Oui, alors si je peux redire un mot dessus, je laisserai la parole à Christophe, parce que c'est important réellement d'avoir son retour là-dessus. Mais donc, oui, c'est une enseigne, j'ai envie de dire, familiale, déjà par le fait que ce que j'évoquais, le fondateur, donc Benoît Lahaye, est toujours aux commandes de l'enseigne Attila, donc ça reste déjà dans cette dynamique familiale. Et puis, dans cette notion, j'ai envie de dire, de famille, au-delà du nom, ce qui est intéressant dans cet élément-là, c'est qu'il y a une véritable, et je vous assure que ce n'est pas pour les mots et pour le côté tendance des choses, mais il y a une véritable intelligence collective. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans cette entreprise-là la volonté de créer et de co-construire ensemble. Donc, c'est en ce sens-là que c'est vrai, on est un peu comme dans une grande famille où, à l'intérieur de cette grande famille-là, on réussit à laisser un petit peu la vie, la vision à tout le monde pour qu'ensemble, on puisse prendre la meilleure décision, la meilleure issue. Donc, il y a vraiment cette notion-là, en effet, lors de relations étroites et ce qui peut être en effet synonyme de ce côté famille. Oui, Christophe, alors justement, vous allez nous donner votre avis là-dessus et peut-être que c'est aussi ça qui vous a initialement convaincu de rejoindre Attila. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'imagine qu'il y a d'autres choses. Pour rebondir là-dessus, je dirais que à la base, j'avais une affinité profonde pour le système de commerce, de business via la franchise. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis des années. Il se trouve que ma vie professionnelle m'avait emmené vers d'autres horizons ou d'autres modes de fonctionnement du commerce. Mais arrivé à une certaine période de ma vie, j'étais effectivement à la recherche d'une franchise. Alors aujourd'hui, c'est facile, je dirais, sur le marché de rencontrer des franchises. Il en existe une multitude. La France est très forte dans ce domaine pour proposer des projets d'entreprise en franchise. Mais ce qui m'a vraiment séduit, et c'était pas mon approche de base, ce qui m'a vraiment séduit chez Attila, il y a ce phénomène de concept qui s'adresse vraiment au B2B. Alors, mon passé professionnel, c'était un passé qui était exclusivement basé sur du business avec des professionnels. Okay. Pardon ? Non, je disais OK. Avec une relation avec le client qui, pour moi, est très différente de ce qu'on peut envisager avec beaucoup de concepts de particuliers. Et par ailleurs, comme le disait, et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Joël, effectivement, ce qui fait la différence au bout du bout lorsqu'on vient rencontrer Attila, c'est vraiment cet ADN commun. Alors le parcours, il est assez construit, il est même très construit chez Attila. C'est un parcours de cooptation dans lequel on va intégrer l'avis de parrains, on va dire, enfin de gens qui sont déjà installés, d'agences qui sont déjà installées, et auprès de qui on va vraiment pouvoir se renseigner sur toutes les thématiques qui peuvent interroger quelqu'un qui a un projet d'entreprise. Mais
Et véritablement, la part de réseau, la part d'humain, la part de travail ensemble, que ce soit avec la tête de réseau qui a su en plus construire des instances qui intègrent au sein de groupes de travail ou de commissions des franchisés, ce qui permet vraiment d'avoir une approche terrain et puis de co-construire, on va dire. Et je voulais ajouter également au niveau de l'humain, ce qui est très très intéressant dans les territoires. Aujourd'hui, le réseau il est étoffé, c'est qu'on a aussi la chance de pouvoir construire avec nos voisins entre guillemets attiliens, parce qu'on est amené à répondre ensemble à des marchés d'appel d'offres, parce qu'on est les uns et les autres soumis aux mêmes problématiques à un moment ou à l'autre dans le fonctionnement de l'entreprise, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit technique, qu'elle soit. Et c'est quand même très solide, rassurant de savoir qu'on a forcément à côté de chez soi quelqu'un avec qui on partage beaucoup de choses au niveau humain et auprès de qui on va être capable de trouver une réponse, une solution à coup de pouce ou simplement le chemin qui va vous emmener vers la solution. Ok. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre votre développement avec une deuxième agence? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a il y a la volonté naturelle de continuer à développer son entreprise. Il y a le fait qu'il existe encore des territoires disponibles. Et pour ma part, j'avais la chance d'avoir un territoire disponible à côté du mien. Ça permettait d'offrir, je parlais des voisins, ça permettait d'offrir un maillage complet dans ma région sans avoir de surface non attribuée à l'enseigne et donc de pouvoir vraiment co-construire encore une fois avec mes voisins. Et puis, monter une deuxième agence ou une troisième pour ceux qui y vont, c'est aussi profiter d'une première réussite, ce qui constitue vraiment un accélérateur pour la création et le développement de la deuxième ou de la troisième. Et enfin, pour ce qui me concerne, ce qui me motivait aussi et ce qui me motive toujours pour développer cette deuxième et plus, si affinité, c'est de pouvoir offrir la possibilité à certains collaborateurs qui ont participé à l'aventure depuis le début, de leur offrir la possibilité de prendre en main leur destin, si je puis dire, et de les accompagner dans une nouvelle création. C'est un gain de temps d'une part pour l'entreprise, comme je le disais, c'est un accélérateur. Le fait d'avoir déjà créé et d'avoir réussi, ou tout du moins de mon point de vue. Et l'autre sujet, c'est que c'est aussi avancer avec eux et de leur permettre éventuellement demain de s'inscrire, pourquoi pas à moyen ou long terme, sur de la transmission de savoir ou même d'entreprise. Ok. Avec du recul, Christophe, quelles compétences, quelles qualités humaines il faut avoir, quelles postures managériales sont indispensables pour réussir dans le réseau Attila? Je pense que les compétences, alors ça peut peut-être sembler un peu bateau, mais c'est pas le cas. Je pense que c'est vrai pour toute création d'entreprise. Mais pour ce qui nous concerne et le fait qu'on soit plus ou moins sur une niche de marché et dans un marché d'offres où on va devoir aller expliquer au client pourquoi il a besoin de nous, plus que dans d'autres métiers où le produit ou le service est déjà périmétré, ça nécessite obligatoirement d'avoir une facilité ou une appétence pour le commerce, d'être à l'aise dans cette fonction-là, et puis d'être à l'aise aussi dans la fonction managériale parce qu'on est sur un nouveau métier, on travaille avec alors on a des collaborateurs qui sont sur des postes à compétences complètement différentes les unes des autres, Oui. et sur des nouveaux métiers, essentiellement pour le métier de technicien. Et donc, ça oblige effectivement, ça amène nécessairement à avoir un managérial, alors je dirais pas souple, mais qui soit vraiment à l'écoute et qui soit vraiment explicatif pour que le concept, le service et ce qu'on attend vraiment en termes d'expérience client et ce qu'on attend du développement de l'entreprise puisse être compris, adopté, défendu par l'ensemble des collaborateurs. Je dirais qu'une des qualités principales qui me semble nécessaire, c'est de savoir où on va, quel est le projet, comment est-ce qu'on va le défendre auprès des salariés. Et puis, c'est d'être capable d'apprendre, de partager, mais d'être capable d'apprendre
divers sujets, que ce soit la technique, que ce soit le commerce, que ce soit le marketing, que ce soit… Enfin, on est amené à travailler sur énormément de sujets. Et ça, il faut être capable d'avancer sur tous ces différents sujets avec agilité et en y prenant plaisir. Je dirais que c'est ça les qualités qui, pour moi, sont essentielles. Et vous, Joël, pour vous, c'est quoi quels sont les types de profils que vous recherchez pour accompagner les développements du réseau? C'est un petit peu en lien avec ce que vient de dire Christophe, c'est complètement ça. C'est-à-dire que déjà, assez basiquement, on va rechercher des personnes qui ont envie d'entreprendre. Déjà, ça paraît basique comme ça, mais on a besoin d'avoir des vrais entrepreneurs, des personnes qui ont envie d'être accompagnées. C'est-à-dire que, vous me direz, c'est le principe même de la franchise, mais c'est déjà l'élément important. Et après, dans le profil, c'est exactement ce que dit Christophe, c'est-à-dire qu'on va être sur des profils qui sont des profils, non pas des profils techniques, c'est-à-dire que, pour être très clair, avec votre question, on ne recherche pas des couvreurs, on ne recherche pas des gens issus du métier de la toiture. On va plutôt chercher des personnes qui ont des compétences dans le management, dans la gestion, dans la notion de commerce, des personnes qui ont plutôt une belle carrière de salariat et qui, logiquement, à un temps ou à un cycle de sa vie, se posent la question d'entreprendre et qui ont déjà vécu du management, vécu une notion de commerce, vécu cette notion de répondre à un insight client. Donc, c'est vraiment ce profil-là de gens orientés clients, orientés commerce, qu'on va après, bien entendu, former dans la partie technique, bien entendu, et aussi former tous les talents qui vont composer l'agence de ce chef d'entreprise. Donc voilà, c'est assez peut-être surprenant par rapport à d'autres métiers où on est forcément sur des profils en lien avec l'activité. Nous, au contraire, on est plutôt sur des profils de commerce, d'esprit client, d'orienté management, commerce. C'est ce qu'ils font aujourd'hui nos franchisés d'aujourd'hui, quoi. Et Christophe, on est le parfait exemple. Ok. C'est quoi la journée type d'un franchisé? Christophe, c'est quoi votre journée? Ça ressemble à quoi une journée de Christophe? La réponse, elle est très, très variable et très variée parce que ça dépend foncièrement. Alors, on peut dire que ça dépend du projet, mais je dirais que c'est pas tant le sujet. Le sujet, c'est que ça dépend vraiment où on en est dans son mode de développement. Et quand je dis évidemment. Quand je dis du projet, c'est-à-dire qu'effectivement, la journée du franchisé qui se lance en première année, c'est pas du tout la même que celle qui a 5 ans, 6 ans d'expérience et qui va être beaucoup plus dans l'accompagnement du projet, le management, donner le sens, donner la vision, mais qui va, en général, si j'observe ce qui se passe autour de chez nous, autour de chez moi et ce qui se passe chez moi en particulier, qui va s'extraire de plus en plus de l'opérationnel parce qu'il aura su former des gens aux compétences dont il a besoin pour faire avancer le navire. Ok. Donc, en fait, le type de profil que vous recherchez, on est quand même plus sur de la reconversion, par exemple. Reconversion, non, parce que les profils qu'on va chercher sont peut-être des managers dans leur carrière de salariat, des directeurs de direction de commerce, des directions de services. Donc, en fait, ils ne vont pas être dans une reconversion, on va dire, de métier ou de périmètre d'action. Ils vont être dans une reconversion parce qu'ils vont devenir chefs d'entreprise. Mais non, ce n'est pas une reconversion en tant que telle. C'est vraiment être plutôt en phase avec le profil de ces personnes-là qui l'ont été, pas forcément pour eux, qui l'ont été pour une entreprise, pour un patron et qui aujourd'hui, avec ces compétences-là, ces profils-là, ont envie de devenir leur propre patron. Et puis surtout, c'est très dans la formule, mais c'est aussi leur donner la possibilité de créer leur patrimoine et puis bien sûr de protéger le patrimoine des autres avec l'entretien des toitures. Donc non, c'est pas une reconversion en tant que telle, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur c'est une reconversion puisqu'on devient entrepreneur, mais par contre c'est pas une reconversion en tant que compétence. C'était plus reconversion, pas dans les compétences justement. Pardon, je me suis mal exprimée. Plutôt ça peut être une reconversion, par exemple, dans le secteur d'activité. On peut être très bien ancien manager. En fait, c'est plus ça de ma question. Oui, là, je suis complètement en phase avec ça, très clairement. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, de l'importance quand on choisit une franchise d'être hyper ouvert, notamment sur l'activité et sur le marché.
parce que souvent, dans ce domaine de la franchise, on a beaucoup de ce qu'on appelle de B2C sur le particulier, on a beaucoup d'éléments liés à la notoriété, des enseignes qui sont très connues, reconnues sur le grand public. Par moment, on a aussi cette dynamique passionnelle je sais pas, j'aime la cuisine, j'aime le sport, etc. Et c'est vrai qu'en ce sens-là, Elsa, vous avez raison. Oui, ça peut être une reconversion parce que je ne suis pas sûr que Christophe se disait il y a quelques années qu'il allait être un expert de la toiture et rendre service aux entreprises au niveau de leur toiture. Donc oui, il y a bien sûr qu'il y a un élément en ce sens-là, oui, de nouveauté, de reconversion. Ouais, je suis en phase. Ouais. Pour répondre partiellement à la question, je ne sais pas si c'est de cette manière-là dont il faut y répondre, mais je dirais qu'il y a une partie en particulier qui peut être considérée comme de la reconversion. C'est celle qui consiste à approcher un métier qui reste un métier technique. Mais je dirais que ça va être un petit peu vrai dans n'importe quelle franchise, à moins de voilà. Donc, il y a vraiment, c'est sur cette branche-là où vraiment il faut être assis quand on démarre et de se dire, je ne connais pas la toiture, mais si j'adhère à une franchise, c'est parce que j'ai confiance dans l'accompagnement qui va m'être offert et que le produit en lui-même, c'est pas une finalité, quel que soit ce que l'on fait. Le produit en lui-même, c'est pas la finalité, c'est l'expérience qu'on propose aux clients et comment est-ce qu'on y va, je dirais. Mais pour le reste, je crois qu'on peut être amoureux de son produit et de son service, on peut le devenir. Je connais pas beaucoup de mes pairs qui soient venus dans la toiture parce qu'ils étaient amoureux de la toiture, pour faire simple. Oui, tout à fait. Pour finir sur le candidat, est-ce que des profils qui sont 100% investisseurs, ce sont des profils qui vous intéressent, Joël? Non, ce n'est pas ce qui va guider aujourd'hui notre modèle. Et on évoquait l'ADN tout à l'heure et réellement la vraie posture aujourd'hui de valeur humaine qui est intégrée dans le concept. Et c'est bien plus que des mots. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours du mal avec cette notion quand on parle de posture. Là, c'est une vraie position qu'on tient où la valeur est au cœur réellement de tous nos échanges. Et le concept s'est créé d'ailleurs sur une dynamique de valeur, une dynamique de protection, de sécurité, de rendre des métiers qui sont des fois pénibles, en les rendant réellement facilitateurs, en les rendant du côté technique à une entreprise de service. Donc, il y a des vraies valeurs autour de ça. En disant ça, je ne condamne pas les valeurs d'un investisseur, mais je pense que ça ne rentre pas dans l'ADN de ce qu'on a aujourd'hui avec des franchisés qui ne sont pas que là pour l'investissement, au contraire, qui sont engagés à travers 1, 2, 3 agences, mais surtout engagés auprès de leurs clients. Et je vous assure, Elsa, croyez-moi sur parole, on n'est pas dans une position qu'on a créée, c'est réellement ce qu'on défend chaque jour. Je vous crois. Pour connaître un petit peu le réseau, je vous crois sur parole. Alors, justement, en parlant d'intégration, le mot est dit, vous l'avez lâché, Joël, et il est là, il revient. Qu'est-ce que vous proposez en matière justement d'intégration et d'accompagnement pour les futurs franchisés? Alors, comme vous pourrez le voir sur le slide ou autre, mais on a un parcours d'intégration qui est assez complet et surtout qualitatif. Pourquoi ? Parce qu'avant même, j'ai envie de dire qu'on invite le franchisé ou le futur franchisé à prendre une décision, il y a déjà un certain nombre d'échanges qui nous permettent déjà d'apprendre à se connaître et surtout, j'ai envie de dire, dans les deux sens. Parce qu'il faut savoir que pour qu'une entente se passe bien, c'est comme une union, hein, c'est comme un couple, il faut qu'il y ait un accord de chaque côté. Et ce n'est pas que d'un seul. Hein. Donc ça, c'est important. Consentement mutuel. Exactement. Et c'est important parce que c'est réellement ça. Donc, il y a un vrai parcours d'intégration où déjà le chef d'entreprise qui s'intéresse au concept, nous, on s'engage à le répondre dans un délai très court, où il y a déjà une discussion qui est faite avec nos équipes ici au siège pour déjà cibler, comprendre un petit peu le sujet, voir si on est en phase avec la personne. Et assez rapidement, on invite cette personne-là à faire ce qu'on appelle une matinée découverte. Et une matinée découverte, on n'est pas dans une vidéo prometteuse de miracles qu'on peut avoir sur des campagnes méta ou autres. On est vraiment sur un moment qu'on va vivre avec d'autres personnes, futurs chefs d'entreprise qui se posent la question de rejoindra-t-il ou non, et qui est un moment de partage directement avec le président fondateur.
Donc, Benoît passe du temps, une matinée avec ces personnes-là pour expliquer un petit peu les valeurs de l'entreprise, bien entendu, et puis surtout cibler un petit peu, j'ai envie de dire, cette envie mutuelle. Et une fois qu'on va un peu plus loin, la personne se dit « Ok, j'ai rencontré le président, on est en phase, nous aussi on est en phase », eh bien, on va lui donner la possibilité d'être coopté. Coopté, ça ne veut pas dire le parrainage OK, pas OK, c'est surtout d'être en lien avec des franchisés, c'est-à-dire qu'ils vont, ces candidats-là, passer du temps avec 2 franchisés en présentiel dans leurs agences et autres, et également avec 2 autres franchisés, et cette fois-ci en distanciel, pour pouvoir leur poser toutes les questions. Comme ça, ce futur chef d'entreprise franchisé Attila aura eu un vrai moment, un vrai temps d'échange avec des franchisés. Donc, ils vont pouvoir se poser toutes les questions sur le concept, etc., etc. Et après, vous avez ce qu'on appelle, c'est un peu le grand oral, une sorte d'entretien. Ce n'est pas une sorte, c'est un entretien qui est fait pour ce chef d'entreprise qui vient présenter auprès de nous son projet, comment il voit les choses, ce qu'il va défendre, sa zone, ce qu'il a compris du concept. Donc, c'est cadré mais ouvert, bien entendu. Et donc, il vient présenter ça donc, à des personnes de la tête de réseau, comme notre directeur de la franchise, le président, moi, d'autres personnes. Donc, on a ce moment-là où on peut se dire go, no go. On y va pas, fort de son projet. Et ce qui nous intéresse, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est aussi sa vie perso. C'est-à-dire qu'il faut aussi que tout soit en phase dans la vie perso de ce candidat-là, qu'il ait tous les feux au vert aussi dans sa vie perso pour que sa vie pro se passe bien. Eh bien, alors attention, Joël, pardon, je me permets de vous interrompre. Donc, pour ne pas effrayer les futurs franchisés, on ne vous demande pas d'être marié, 2 enfants, un chien, une maison. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. Hein. Ah non, pas du tout. C'est juste d'être bien, quoi, d'être en heureux. Fait, ce qu'on demande surtout, et ce n'est pas ce qu'on demande, c'est surtout qu'on essaye de veiller à ce que la personne ne soit pas dans une mauvaise position plus tard quand elle sera chef d'entreprise. C'est surtout qu'on essaye de veiller à ce que tous les indicateurs soient les bons. Alors, encore une fois, bien entendu, rassurez-vous, on n'est pas dans un stéréotype ou dans un cadre pour dire marié, pas marié, mais plutôt que tout ce qu'il est aujourd'hui dans son espace de vie perso soit conforme à ce qu'il va pouvoir générer dans son espace de vie pro. Donc, c'est ça. Et en disant ça, ce n'est pas un élément, c'en est un parmi tant d'autres, mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment cette notion qualitative de cet échange-là avec notre futur franchisé. Et après, pour aller un peu plus vite, que les planètes soient toutes bien alignées, en fait, c'est lui donner un maximum de chances de réussite, en fait. Mais c'est tellement important parce qu'on n'accompagne pas un chef d'entreprise pour se dire on a un panneau supplémentaire. On l'accompagne parce qu'on va vivre une aventure avec ce chef d'entreprise-là, nouvelle, dans une nouvelle zone. Et puis, nous, on veut que ça marche. On veut que ça marche pour lui, on veut que ça marche pour nous. Donc forcément, on va tout prendre en compte. Et après, une fois qu'on est OK là-dessus et qu'on a le go, fameuse signature pour dire bienvenue chez Attila et bravo d'être venu, de devenir attilien. Et après, il y a là pour le coup un vrai parcours également de formation. On est entre 7 et 8 semaines de formation initiale. Donc où là, on va avoir des formations qui vont être soit au siège, soit sur site, soit en fonction des types de formation délocalisées. On a, nous, ce qu'on appelle notre école de formation, donc qui est le CT, qui est l'école du Capital Toit, qui a aussi cette mission-là de former notre candidat à devenir donc franchisé Attila. Et puis, on va l'accompagner jusqu'à son ouverture. Et une fois notre franchisé attilien a ouvert, c'est pareil, il a un plan de route qu'on va respecter avec lui, avec bien entendu des services qui lui sont dédiés. J'ai envie de dire un peu traditionnellement le service animation, le service formation, le service sécurité. Après, vous avez les services support comme le service marketing que je peux représenter aujourd'hui. Et tous ces éléments-là sont identifiés par étape, tout ce qu'on doit apporter à notre franchisé. En fait, le franchisé est toujours chef d'entreprise, il va toujours avoir les questions qu'il doit se poser à un chef d'entreprise, il va toujours avoir peut-être les galères que peut avoir un chef d'entreprise. Par contre, on va faire en sorte qu'il soit, 1, rassuré et 2, qu'il aille plus vite grâce à tout ce qu'on met en place pour lui. Ouais, alors Christophe, justement, comment est-ce que vous avez vécu cet accompagnement et en quoi est-ce qu'il a été déterminant pour vous dans votre développement et notamment dans votre stratégie multisite ?
C'est exactement ce que disait Joël à l'instant. La franchise et l'accompagnement et la pluralité de l'accompagnement, puisque il se fait un petit peu sur tous les métiers, c'est de gagner du temps. On va beaucoup plus vite. J'aurais jamais pu monter ce projet personnellement sans la franchise Attila. Il y avait beaucoup trop de choses à apprendre, à connaître, et puis on peut pas être spécialiste de tout. Or, la tête de réseau, elle, a su se munir d'équipes avec des spécialistes dans chacun des métiers ou dans chacun des services qu'elle met à disposition de ses franchisés. L'accompagnement, très concrètement, il se fait par le biais alors on les appelle animateurs, traîneurs, on les appelle comme on veut. C'est des hommes et des femmes qui viennent nous rencontrer en agence, alors qui ont j'allais dire un plan de charge, un plan de route. Il y a des rendez-vous réguliers qui sont organisés, qui nous permettent de faire le point ensemble sur l'état d'avancement dans chacun des domaines et sur nos éventuels besoins. Et puis, il y a aussi cet accompagnement au jour le jour qui fait que si demain on a un souci technique, si demain on a un souci d'achat, si demain on cherche un produit particulier, si on a un client qui nous pose une problématique particulière en termes de technique, on sait qu'on va trouver soit auprès de son accompagnant ou traîneur ou animateur, on l'appelle comme on veut, ou soit directement auprès du service concerné, on sait qu'on va trouver la bonne personne pour ce qui est, et la bonne réponse surtout, ou encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le bon chemin, parce que la réponse, on ne l'a pas toujours instantanément, c'est pas possible. Mais par contre, on va toujours avoir quelqu'un qui va avoir une vision un petit peu plus globale de notre problématique et qui va être capable de nous emmener par le bon chemin pour trouver la solution ou pour nous orienter tout simplement vers un franchisé qui a vécu et qui a surmonté telle ou telle difficulté ou qui a réussi tel développement ou tel autre par lui-même. Pour ce qui est du multisite, alors un petit peu comme le disait Joël tout à l'heure, je crois que c'est pas quelque chose qui se décrète en réalité. On n'y est pas forcément tous prêts parce que c'est un projet qui peut être un projet personnel ou pas. Et dans tous les cas de figure, il faut aussi que ce soit un projet commun avec la tête de réseau. Si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on puisse ensemble auparavant faire d'abord le diagnostic de savoir si c'est le bon moment, si ça peut se faire, dans quelles conditions, quel impact ça va avoir en termes d'investissement, en termes de tout ce qui peut, toutes les questions qui peuvent se poser sur la création d'un deuxième ou troisième site, et qui d'ailleurs sont pas forcément les mêmes que celles qui se sont posées lors de la création initiale. Donc c'est là où l'accompagnement, puisqu'il y a aussi un accompagnement lors de l'ouverture du deuxième site. Il y a aussi un accompagnement, il y a aussi un parcours en école de formation. Alors, avec des interlocuteurs qui sont très, très calés dans leur domaine et qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des interlocuteurs directs de la tête de réseau. Et ça, c'est aussi très enrichissant d'avoir le plaisir de rencontrer des professionnels de très haut niveau dans leur spécialité, mais qui ne soient pas nécessairement ceux que l'on voit tous les jours. Ça ouvre vraiment l'esprit et ça permet d'avoir aussi des exemples de leur expérience dans d'autres franchises ou d'autres domaines. Et c'est vraiment une prise de hauteur, cette période de lancement de la deuxième, il y a vraiment une période de prise de hauteur pour bien définir clairement son projet, comment est-ce qu'on va y aller, qu'est-ce qui nous manque éventuellement et sur quoi on doit appuyer pour se donner toutes les chances de fonctionner bien et rapidement. Oui, puis après, votre organisation aussi à vous, comment vous répartissez sur les 2 sites, enfin voilà, j'imagine aussi. Tout ça, ça s'apprend, c'est pas inné, quoi. Absolument, et puis c'est aussi la force d'un réseau, hein, c'est que Tout à fait. on n'est pas tout seul, il y a des gens qui ont déjà vécu l'expérience, qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous aider, qui peuvent partager. C'est une des grandes forces du réseau, c'est vrai. De pouvoir toujours compter sur un pair en dehors de pair PAIR, en dehors de la tête de réseau. On sait qu'on a dans le réseau
des compagnons de route qui sont déjà passés par là où on va et qui, par conséquent, vont pouvoir nous guider et nous éviter certaines erreurs. Ouais, c'est vraiment exactement ce que vous disiez, Christophe. C'est toute la puissance du réseau face à un entrepreneur seul. Combien, on va parler un petit peu maintenant de tout ce qui est budget. Quel budget faut-il prévoir pour rejoindre l'enseigne Attila? Elsa, si vous me permettez aussi, avant même de répondre à cette question-là, je voulais juste être en complément par rapport à cette notion de formation, intégration et ce qu'évoquait Bien sûr. Christophe. Juste que c'est important aussi pour peut-être les personnes qui vont nous écouter. En tant qu'enseigne et en tant que franchisé de cette enseigne-là, forcément, notre job est de mettre en avant tout ce qui va très bien. Mais en face de nous, on a aussi des chefs d'entreprise et qui, pour plein de raisons, de zones, de périodes, de cycles dans lesquels on est, etc., finalement, ne sont peut-être pas aux attendus en termes de résultats. Et ça fait partie aussi du rôle d'un franchiseur. Je vous le dis parce que c'est quelque chose auquel je pense, parce qu'on n'est pas forcément tous dans le même rythme d'activité, d'un franchisé à un autre, en fonction de s'il a démarré, pas démarré. Et puis, peut-être qu'il n'est pas à l'attendu de ce qu'on avait imaginé. En ce sens-là, l'enseigne va aussi l'accompagner à travers des bootcamps pour dire on est capable, avec un certain nombre de jours, et on se met en off, d'aller identifier le pourquoi on n'est pas au rendez-vous en termes de chiffres, en termes de nombre de clients, en termes de nombre de devis, de transformation, etc. Donc, c'est aussi important et c'est aussi dans ces moments-là qu'il faut, je pense, compter sur une enseigne parce que, bien entendu, on va dire tout ce qui va bien, toute la formation qu'on fait, tout ce que fait une enseigne aujourd'hui assez logiquement pour son franchisé. Mais je pense qu'il faut aussi savoir se dire que, des fois, on est tous des chefs d'entreprise et ça ne va pas comme on le pense. Et à ce moment-là, il faut aussi que l'enseigne soit là pour ça. Donc, je voulais juste dire au fait que l'enseigne est aussi là pour se dire on n'est pas au rendez-vous et on va travailler différemment pour qu'on le soit. Je referme la parenthèse, mais c'est important pour moi de oui, mais justement, je rebondis sur ce que vous dites, Joël. Je trouve ça très, très intéressant. Et c'est tout à fait vrai, vous avez raison de le préciser. C'est-à-dire qu'en fait, une enseigne, elle est là. Son job à elle, en fait, c'est d'être là tout au long de la vie du franchisé, dans les bons et dans les moins bons moments, en fait. Donc, c'est pas, effectivement, tout n'est pas tout beau, tout rose tout le temps, mais le rôle du franchiseur, c'est d'être justement de faire en sorte de le porter vers le haut, le franchisé, et de faire en sorte qu'il se réalise pleinement. Exactement. Et ça, c'est un point qui n'est peut-être pas suffisamment abordé dans ce monde-là de la franchise où il y a des moments où on n'est pas au rendez-vous, donc il faut que l'enseigne soit là et mettre en place après. Ça peut arriver. Bien entendu. Arriver. Bien entendu. Ouais. Merci, Joël. Non, merci. Je voulais couper. Non, en termes après derrière des éléments, j'ai envie de dire, d'investissement, l'enseigne Attila aujourd'hui, comme j'évoquais, donc on a une formation de 8 semaines, mais pour les modalités, je vais dire, d'entrée attilienne, on va être sur un investissement moyen global de 200-220 KE globalement, dont un apport qu'on estime aujourd'hui à 70 KE. Les droits d'entrée de l'enseigne sont à 40 KE et après derrière, on va avoir, comme toute enseigne qui se respecte, des différents types de redevances. Une redevance marketing qui va permettre d'animer commercialement, marketingement parlant, le business aussi de nos franchisés qui va être de l'ordre de 2%. Et puis après, une redevance d'exploitation de l'ordre de 6%. On est sur des métiers où il y a très peu de matière, très peu d'achats, très peu d'investissements. On n'a pas de stock de départ en tant que tel. On est réellement sur un métier qui fait sa richesse aussi sur la prestation qu'on rend et qu'on donne aux clients. Donc, c'est vrai que ça a aussi son avantage puisqu'on n'a pas d'investissement fort et lourd en termes de matière, de produits ou autres. Et souvent, on nous demande, des futurs franchisés nous demandent, mais alors, pourquoi, c'est quoi, par exemple, là, je prends votre chiffre, là, à peu près 215 000 €, pourquoi ça coûte tant, en fait? Qu'est-ce que ça comprend, en fait, exactement? Ça va comprendre toutes les activités, toute votre activité en lancement. C'est-à-dire que déjà, ça va comprendre, bien entendu, un loyer. Ça va comprendre aussi la provision d'une première embauche. Ça va comprendre les quelques charges que vous allez avoir au démarrage d'activité. Tous les éléments aussi d'ouverture de compte, quel qu'il soit. C'est un peu votre garantie de démarrage d'activité. Mais on est quand même sur des investissements qui sont, j'ai envie de dire, assez maîtrisés. On n'est pas sur des investissements très forts non plus.
où il y a un foncier qui est très fort. L'avantage aussi de l'activité dans laquelle nous sommes, à la différence d'autres franchises, nos bâtiments en tant que tels n'ont pas besoin d'être dans une première zone non plus de visibilité. On peut être en deuxième ou troisième zone à partir du moment où on a tout le confort qui va bien pour les talents qui travaillent à l'intérieur de nos agences et puis pour avoir tout ce qui va bien en termes de rangement de matériel ou autre. Donc, en fait, si vous voulez, on est sur un investissement qui est assez maîtrisé en tant que tel et ça nous permet de lister, on va dire, l'ensemble des coûts, des charges qu'on va avoir en démarrage d'activité. Oui, puis ça donne aussi accès, cet investissement global, il donne aussi accès à la formation, l'accompagnement, l'utilisation de la marque. Enfin, voilà, tout ça, évidemment, c'est un coût, c'est normal. Et le local, il faut qu'il fasse à peu près combien de mètres carrés? Christophe? Que je ne dise pas de bêtises. Je préfère te faire parler en premier, parce que sinon je vais dire une grosse bêtise. Non, c'est pas. Alors, c'est quelque chose qui peut être très évolutif, mais au lancement, je pense qu'il faut partir nécessairement avec 250 mètres carrés, on va dire 300 mètres carrés. Mais encore une fois, c'est aussi un des avantages d'être en B2B, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans des zones commerciales avec des loyers. Alors, même si le marché de l'immobilier commercial aujourd'hui, il se tend un petit peu ou il se détend. Mais pour ce qui est de nos locaux à nous, il faut reconnaître que les prix de location sont sans commune mesure avec ce qu'on pourrait imaginer dans la nécessité pour un commerce de B2C d'être en zone 1. Voilà, c'est pas comparable. Ça reste très, très abordable, même si ça fait partie de l'investissement. Voilà. Oui, non, mais c'est clair. De toute façon, créer une entreprise, ça a un coût. Hein. Ça, il faut vraiment l'intégrer, je pense. Écoutez, merci à tous les deux. On se dirige lentement, mais sûrement vers la fin de cette interview. Mais avant ça, Joël, après 20 ans d'existence, quelle est votre vision pour l'avenir du réseau Attila et quelles opportunités cela représente-t-il pour les futurs franchisés? Vous me direz, je ne vous dirai pas le contraire, mais je vois plutôt un avenir radieux. Je ne serais pas dans mon poste si je vous disais le contraire. Si j'avais quelques craintes, je ne vous le dirais peut-être pas. Mais non, c'est un avenir radieux déjà pour différents éléments. Le premier élément, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on a un marché qui est là et bien là. On aura toujours autant de toits, voire un peu plus à entretenir. Donc, globalement, je n'ai pas de sujet sur le marché. Après, on est aussi dans une entreprise qui, dès le départ, comme je l'évoquais avec ce fameux robot qui s'appelait Attila, on est déjà dans une entreprise qui a cet état d'esprit d'innover, de rechercher aussi des opportunités. Et je suis intimement convaincu que même si on n'a déjà pas fait le tour déjà de notre premier métier, qui est l'entretien des toitures professionnelles, je suis intimement convaincu qu'on va aussi avoir des vrais leviers de diversification et d'opportunités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devient le référent pour les entreprises auprès de leur toiture, on peut aussi demain être un référent j'ai envie de dire, plus et les rapporter un peu plus que l'entretien de la toiture. Donc, on a des vraies possibilités, à mon sens, de diversification. Après, on est aussi toujours sur un positionnement qui est important en lien avec la transition énergétique, en lien avec notre approche RSE, puisque assez basiquement, en entretenant les toits, eh bien, on va éviter tout type d'émissions polluantes, on va éviter tout type de matières qu'on va devoir remplacer, etc. Donc, on a aussi une vraie approche et je pense que ça fait partie des éléments, à mon sens, positifs à venir. Et puis, un avenir positif aussi parce qu'on a un certain nombre de territoires qui sont disponibles aujourd'hui. Aujourd'hui, nous octroyons, comme toute enseigne qui se respecte, une certaine zone, on va dire, à nos franchisés. Nous, la particularité, ce n'est pas une zone j'ai envie de dire, en kilomètres avec un calcul d'une zone de chalandise comme on peut l'avoir sur d'autres sujets, mais on va plutôt être sur un nombre de toits. On va octroyer environ 10 000 toits professionnels à nos franchisés et qui vont établir ce territoire-là ou cette zone-là. Donc, un avenir radieux puisque des zones, on en a encore bien entendu disponibles. Avenir radieux également parce qu'on donne la possibilité aussi à nos franchisés qui sont là, qui ont éprouvé leur première agence, de pouvoir continuer aussi à travers une deuxième et une troisième agence. Donc, globalement, j'ai pas on n'a pas de red flag ou de frein sur l'avenir qu'on estime vraiment radieux. Et encore une fois, radieux parce qu'il est aussi qualitatif. On se développe de manière qualitative. Et ça fait toute la différence.
Et vous, Christophe, ça fait combien de temps que vous êtes franchisé Attila? Ça fait 10 ans cette année. Ouais. Donc, je vais Vous avez d'ailleurs… déjà re-signé une Pardon? fois? Vous avez déjà re-signé une fois, non? J'ai Ou là, déjà vous avez re-signé une re-signé? fois Ah, et c'est je ça. vais devoir cette année me repositionner. Alors, ce ne sera pas un scoop, mais je vous l'annonce. Je pense qu'on va renouveler si le franchiseur est toujours d'accord. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et quels sont, vous, comment vous voyez votre avenir, votre développement au sein de l'enseigne? Mais ça va forcément également dans le sens de ce que disait Joël. On a des entreprises qui jusqu'à maintenant ont connu des croissances très très rapides, et je crois qu'on a besoin, alors peut-être nationalement, même si comme le disait Joël, les études de notoriété sont plutôt positives, mais je pense que nous sur nos territoires respectifs en tant que franchisés, on a vraiment besoin de développer, alors avec la tête de réseau, mais surtout avec notre boulot en local, de développer notre notoriété, de développer notre image de marque. Et ça passe par la qualité du service qu'on est en mesure de proposer, la stabilité de nos équipes, aussi bien techniques, commerciales, etc. Parce que quand on grandit vite, malheureusement, on laisse aussi des plumes sur la route. Et donc, pour moi, c'est de conforter une position, de continuer à développer, et puis vraiment d'apporter dans le service quelque chose qui, au plus, nous différencie de nos confrères et ou concurrents sur ce marché-là. On a déjà, je pense que technologiquement, on a encore beaucoup de choses à apporter, ou dans le service que l'on apporte à nos clients, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à développer pour pouvoir profiter de ce qui existe déjà et de ce qu'on a déjà tous su développer ensemble. Il y a quelques années, on n'utilisait pas de drone. Quand j'ai démarré chez Attila, on utilisait déjà des nacelles, mais c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu plus développé que ça le fut, mais ça reste quand même… aujourd'hui, il y a quand même 1 à 2 nacelles dans chaque agence Attila. Ok. Et donc, je pense qu'au niveau des services, on a encore beaucoup de choses à apporter en termes d'expérience client. Et c'est aussi ça qui m'intéresse dans ce business-là. C'est que je pense que demain, nos commerciaux, s'ils savent construire une relation riche avec le client dans l'écoute et dans la construction commune, on a encore beaucoup d'opportunités de développement envisageables. Et vous, personnellement, Christophe, vous pensez à une 3e agence peut-être? Ça peut être une idée, mais ce qui pourrait être aussi une idée, ce serait de mettre en scène, comme je le disais tout à l'heure, les équipes qui sont déjà en place, Oui, et pouvoir pour les leur faire offrir la monter. possibilité de partir effectivement, pourquoi pas sur une 3e, ou de travailler sur des systèmes qui leur permettent vraiment de s'épanouir pleinement dans l'entreprise. Ouais, c'est vrai. Ok. Et pour conclure tous les deux, alors quel conseil donneriez-vous à un candidat qui s'intéresserait aujourd'hui au réseau Attila? Je réponds? Qui veut? Bien répondre. Oui, non, un conseil pour un candidat qui aurait la bonne idée de s'intéresser à nous, déjà, bizarrement, de rencontrer plusieurs enseignes. Je pense que c'est le premier point, c'est-à-dire que je serais ravi de voir quelqu'un qui s'intéresse bien entendu à cette belle enseigne d'Attila, mais je pense que le vrai sujet, c'est déjà de rencontrer plusieurs enseignes et de voir un peu ce qui se fait par ailleurs. Ensuite, le deuxième conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas de se limiter à l'activité ou à une vision d'activité, parce qu'on a tous nos croyances un peu limitantes sur l'activité, et le monde de la franchise a aussi beaucoup de paillettes en tant que tel, sur des structures de retail notamment qui sont très visibles, fortement connues, etc. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à une vision qu'on peut avoir d'une activité, et il faut s'ouvrir à tous les marchés et sortir du fameux passionnel que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que c'est aussi un élément de réussite. Enfin, je pense aussi que ce qui est presque le plus important, et ça va presque pas contre moi, mais ça va compléter ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut que ce candidat rencontre des franchisés. Il ne faut pas se limiter aux franchiseurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la culture, bien sûr, d'aller voir plusieurs enseignes, ok, très bien, mais après, une fois qu'il se dit, oui, tiens, je peux aller plus loin avec Attila, parce que des personnes comme moi ou autres au siège auraient pu lui donner envie d'aller un peu plus loin. Je pense que le vrai conseil, c'est de l'inviter à aller voir des franchisés, d'échanger avec des franchisés, de les appeler, comme on a aujourd'hui Christophe aujourd'hui, parce que
sans aucune démagogie. La vérité, elle est certes commune, mais c'est celle du franchisé. C'est ce qu'il a. Est-ce que tu as galéré? Est-ce que quand l'enseigne t'a dit ça, est-ce qu'ils l'ont bien fait? Est-ce que finalement c'est l'activité si belle que ça? Quelles ont été tes galères? Comment t'as aidé? Comment a aidé ton enseigne? Voilà, je pense que c'est un élément important qu'il faut avoir. Et après, je laisserai la main à Christophe parce que c'est important d'avoir son avis là-dessus. Mais après, de manière un peu plus haute aussi, c'est important parce que bien sûr, il y a tous les éléments de rentabilité qu'il faut voir, de suivi d'indicateurs budgétaires. Ça, je l'entends bien et c'est bien logique, mais c'est presque normal. Mais je pense que de manière un peu plus haute, c'est les valeurs perçues de l'entreprise, c'est la valeur humaine de l'entreprise. C'est je choisis une franchise aussi parce que peut-être elle donne du sens. Peut-être qu'elle va m'aider aussi à donner du sens à ma vie de chef d'entreprise, ouais. Ou aussi parce que l'activité qu'elle représente donne du sens aussi. Donc, c'est pas mal aussi quand on arrive à certains âges peut-être de se dire tiens, j'ai aussi une activité qui a du sens. Donc, je pense que c'est important de le prendre en compte. Voilà. Merci Joël. Christophe? Et pour ma part, au risque de répéter, mais alors pour moi, le plus important du plus important, c'est vraiment de venir, j'allais dire, nous rencontrer, de venir rencontrer les franchisés, parce qu'effectivement, ça permet aux candidats d'avoir un autre son, celui qui est censé être le sien demain. Donc, le ton terrain. C'est ça, exactement. Et puis, ces rencontres-là, ça permet aussi de se positionner en tant que futur franchisé quant à ce qu'on a. On a chacun nos exigences, aussi bien un franchiseur qu'un franchisé, et c'est de savoir ce qu'on est c'est quoi les domaines dans lesquels ça va pas le faire. Parce que de temps en temps, je pense que il vaut mieux ne pas construire certains partenariats plutôt que de se rendre malheureux et d'aller vers un échec financier. Mais voilà. Donc c'est très très important, moi, le fait d'aller rencontrer des franchisés. Puis le conseil que je donnerais, c'est de pas aller voir. On peut avoir tendance, pour l'avoir vécu personnellement, on peut avoir tendance quand on est sur un projet à aller rencontrer des gens qui sont autour de chez soi parce que c'est plus pratique et puis parce que peut-être demain ce sera nos futurs voisins. C'est intéressant, mais c'est encore plus intéressant, je pense, d'avoir une vraie pluralité et surtout d'aller voir des entreprises qui en sont à des développements différents. Ah oui, des stades différents de développement, oui. Des stades différents de développement pour bien pouvoir se projeter et puis avoir la vraie vie du terrain parce que c'est celle de sa vie de demain, donc c'est important. Mais en tout cas, je pense que dans le réseau, sans se lancer de fleurs, je pense qu'il y a énormément de franchisés qui sont tout à fait disposés, ouverts, parce que nous aussi, ça nous apporte de faire ces rencontres de futurs ou pas franchisés. Et il n'y a pas de question taboue, c'est-à-dire que quand on vient dans l'agence, ça arrive régulièrement, on vient pour 2 heures et on y passe une journée, on y passe une matinée. Et il n'y a pas de questions tabou, il n'y a pas de sujets sur lesquels on ne puisse pas échanger. Donc, ça donne vraiment aux candidats un point de vue de la vraie vie. Et après libre à lui de savoir si ça doit aller plus loin ou pas après échange avec le franchiseur. Ok. Merci à tous les deux. En tout cas, bon, donc la morale de cette histoire, c'est rencontrez-vous, hein, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Je vous laisse quand même le mot de la fin si vous souhaitez ajouter quelque chose tous les deux. Non, peut-être inviter toutes les personnes qui seraient intéressées de près ou de loin déjà au concept et aux valeurs d'Attila. On sera présent notamment sur le salon de la franchise dès le 14 mars à Paris. Donc, c'est aussi un moyen de venir nous voir. Et c'est ce que j'évoquais aussi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a certes le franchiseur que je représente aujourd'hui, mais il y a aussi les franchisés qui sont avec nous réellement sur le salon. Donc, c'est vraiment aussi un moyen possible de nous rencontrer. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour déjà avoir le plaisir de partager dans un premier temps. Eh bien, merci Joël, merci Christophe pour ces échanges riches et concrets. Donc, à travers ces 20 ans de franchise, on comprend que la solidité d'Attila repose autant sur son positionnement stratégique que sur la qualité de son accompagnement et de l'engagement de ses franchisés et du franchiseur.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand d'Attila pour échanger directement avec les équipes du réseau. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous d'avoir suivi cette interview et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales RF.